Oublie tout ce qu'on t'a raconté sur l'insuline. Il ne s'agit pas simplement d'une petite clé. Ce n'est pas non plus un simple messager porteur de bonnes nouvelles. Et sur le vaste champ de bataille de ton propre corps, l'insuline agit comme un sergent instructeur des fluides, rigoureux et totalement implacable, qui donne alors un ordre direct, impératif et sans aucune discussion possible à tes deux reins. Elle leur dit « retenez le sodium et séquestrez l'eau ». C'est précisément la raison principale pour laquelle, très souvent, tu te retrouves soudainement tout gonflé. Et c'est aussi la raison exacte pour laquelle ton visage ainsi que tes jambes peuvent parfois te sembler être un véritable œdème ambulant. Tandis que, dans le même temps, ton cerveau semble fonctionner totalement au ralenti. C'est un phénomène assez fréquent qui impacte tout ton corps. Il est possible que ton système de distribution ait déjà s'effondré ou soit sur le point de le faire. Et ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est aussi de t'exposer en détail l'ensemble du paradoxe biologique que tout cela représente pour toi. Tu as vraiment l'impression de perdre en seulement quelques semaines de très nombreuses années de vie. Et tu ne parviens à trouver absolument personne qui soit capable de t'expliquer, preuve scientifique concrète à l'appui, ce qui est précisément en train de t'arriver en ce moment même. Mais ce n'est pas tout. Il se trouve qu'en plus, tu peux avoir des litres d'eau circulant dans tes veines et, en même temps, être déshydraté au niveau cellulaire. C'est exactement ce que j'appelle le phénomène de l'effet éponge. Ton sang est désormais totalement saturé de sucre et, sous les ordres impitoyables d'un véritable dictateur hormonal, il s'est transformé en un aimant puissant qui aspire toute la vie de tes cellules jusqu'à les laisser complètement ratatinés et flétris, exactement comme de vieux raisins secs. Et tu veux savoir pourquoi tout cela se produit ? Eh bien, c'est parce que tes cellules ont perdu leur volume critique et que leur logistique interne est sur le point d'exploser ou a déjà explosé. Si dans la vidéo précédente, nous avons vu comment le sucre a fait fondre vos fils électriques, aujourd'hui nous allons voir comment l'insuline déclenche une tyrannie osmotique. Et je vous expliquerai également en détail ce que cela signifie exactement, afin que vous le compreniez. Mais attention, je ne me contente pas de vous présenter le diagnostic de ce qui est ou pourrait être une catastrophe. Aujourd'hui, je vous présente également les plans techniques du blindage qui vous montrent comment vous protéger. Je vais t'apprendre à utiliser des graisses haute fidélité et un nettoyant pour contact sûrement inattendu pour toi, afin que ton système électrique puisse à nouveau briller. Il est maintenant grand temps d'arrêter d'être une simple victime de la logistique quotidienne et de commencer enfin à prendre les commandes en tant qu'ingénieur en chef de ta propre vie. Écoute bien, ce que j'aimerais, c'est que tu parviennes à effacer définitivement de ton esprit cette image qu'on t'a toujours vendue, celle de l'insuline perçue comme une simple petite clé bienveillante et inoffensive qui ouvre la porte, tout cela afin de permettre au sucre de pénétrer enfin à l'intérieur de tes cellules. Eh bien, la vérité, je suis désolé de le dire, mais c'est un véritable conte de maternelle pour des enfants de 5 ans. Ce n'est pas, et cela ne reflète pas non plus, la réalité des faits. Dans la vie réelle, dans ta cathédrale, ton corps, l'insuline n'est pas une clé. Comme je te le disais, c'est un sergent des fluides. Un type qui a de l'autorité sur place et qui l'utilise, et ce sergent, en plus, a un sale caractère de tous les diables. Quand tes niveaux de sucre augmentent, le pancréas prend peur. Et que fait-il ? Il envoie ce sergent pour essayer de remettre de l'ordre. Ou, dit autrement, et pour que tu comprennes mieux, ce que fait le pancréas, c'est libérer de l'insuline. Mais faites bien attention car ce sergent autoritaire ne se contente pas de viser vos muscles. Il se dirige tout droit vers vos reins,
se plante fermement devant le centre de contrôle principal et leur hurle cet ordre. Ici, absolument personne ne doit relâcher le sodium. Fermez immédiatement toutes les écoutilles. Le docteur Benjamin Beekman l'explique de façon magistrale dans son étude, intitulée « Why we get sick » ou en espagnol « Pourquoi tombons-nous malades ?» Mais pour que tu comprennes le poids de ce que je suis en train de te dire, laisse-moi d'abord te raconter qui est cet homme. Le docteur Beekman n'est pas un vulgarisateur de régime. Il est professeur à l'université Brigham Young et il a un doctorat en bioénergétique. C'est-à-dire, c'est un ingénieur qui étudie comment l'énergie circule ou cesse de circuler à l'intérieur de tes cellules. Beekman a consacré toute sa carrière et sa vie à démontrer avec force que l'insuline est, en réalité, le véritable et unique maître régulateur de l'ensemble de ton métabolisme. Et lorsque ce régulateur perd la raison, il devient tout simplement ce sergent des fluides implacables dont je viens de te parler. Selon ses recherches, lorsque l'insuline reste constamment élevée, que fait-elle? D'abord, elle prend tes reins en otage. Elle leur donne cet ordre chimique direct pour que tes reins arrêtent de filtrer le sodium et commencent à le réabsorber. Et pendant ce temps, tu sais déjà qu'en physique, là où il y a du sodium, l'eau reste tout simplement collée. Deuxièmement, elle finit par bloquer complètement tes chaudières. Une insuline élevée désactive la capacité de tes mitochondries à brûler la graisse blanche. En gros, ce sergent soude la porte de ton entrepôt d'énergie pour que tu ne puisses pas sortir un seul gramme de graisse. Troisièmement, il crée une surdité électrique. Big Bang avance la théorie selon laquelle ce bombardement constant de signaux finit par endommager gravement et griller les récepteurs de tes cellules et les laisse totalement isolés du reste de l'organisme, désormais incapables de recevoir des instructions claires et précises. Alors, que se passe-t-il lorsque tes reins, sous les ordres de Big Bang, enfin c'est une blague, sous les ordres de l'insuline que décrit Big, arrêtent de libérer le sel parce qu'ils ont été bloqués? Eh bien, c'est très simple, le sodium commence à s'accumuler dans ton sang et c'est là que la physique devient vraiment sérieuse. Est-ce que tu sais vraiment ce que fait l'eau lorsqu'elle s'aperçoit que le sel s'accumule progressivement dans le sang? Elle devient folle. Le sergent enlève alors ses gants de velours et devient un dictateur qui modifie la molarité de ton milieu interne. Et c'est là que commence ton véritable problème de fatigue. C'est ce qu'on appelle vulgairement un véritable désastre osmotique. Pour comprendre pourquoi cela se produit, nous allons maintenant imaginer. Imagine que tes cellules sont comme de petits aquariums remplis d'une sorte d'eau magique parfaitement ordonnée. Cette eau ordonnée, c'est le cristal liquide dont je t'ai parlé dans d'autres vidéos. Eh bien, à l'extérieur de l'aquarium et l'entourant, il y a le flux sanguin. Et ce que tu vas voir maintenant, c'est un véritable enlèvement, tu comprends. On va littéralement te voler l'eau qui se trouve à l'intérieur même de tes propres cellules, celle qui est si essentielle à ton corps. Et c'est ici, arrivé à ce point, que je dois m'arrêter un instant pour t'expliquer une règle inébranlable de la physique des fluides. Parce que pour comprendre le chaos, il est d'abord très important de connaître la loi. Cette loi a été déchiffrée par un chercheur nommé Jacobus Henricus van Gogh. Et ne crois pas que c'était un simple théoricien. Je te parle de l'homme qui a remporté le tout premier prix Nobel de chimie de l'histoire en 1901. Mannhof fut l'ingénieur qui nous a livré les plans du comportement des solutions chimiques.
Il a découvert que le sucre ou le sel ne sont pas seulement là en train de flotter, mais qu'en réalité, ils exercent une pression physique réelle, une véritable force d'aspiration que nous connaissons sous le nom de pression osmotique. Pour vous aider à visualiser et comprendre ce concept plus facilement, imaginez une membrane biologique, agissant comme la paroi protectrice de vos propres cellules, qui sert à séparer efficacement deux compartiments distincts remplis d'eau. Si d'un côté l'eau est pure et que de l'autre il y a une forte concentration de quelque chose, c'est-à-dire du sel, du sucre, des protéines, que se passe-t-il? Il se produit un phénomène qui en réalité est automatique. Le côté concentré commence à aspirer l'eau du côté dilué, et cette force d'aspiration est connue sous le nom de pression osmotique. De l'équation que Van Gogh nous a laissée aujourd'hui, seule une petite partie nous intéresse, la molarité. En ingénierie biophysique, la molarité est simplement la mesure de la concentration. C'est un peu comme le nombre de particules de sel ou de sucre dissoutes dans un litre de liquide. Plus il y a de particules libres dans le liquide, plus la pression d'aspiration est élevée. Tu peux imaginer la molarité comme le niveau de soif précis d'un liquide, pour mieux comprendre sa concentration. Plus la molarité est élevée, plus il y a de particules assoiffées. Et la règle de Van Gogh est absolument implacable. L'eau se déplace toujours là où se trouve la molarité, et plus élevée, toujours. C'est-à-dire que le côté concentré aspire toujours l'eau du côté dilué. Pour que tu puisses l'imaginer, le soluté, c'est-à-dire le sel ou le sucre, est simplement assoiffé, et là où il y a une forte concentration de soluté, le système physique essaye de l'équilibrer en y déplaçant de l'eau, simplement pour le diluer. Tu vois, il y a une loi en physique des fluides qui ne peut tout simplement pas être enfreinte. Je viens de t'en parler, elle s'appelle la pression osmotique. Mais ne t'inquiète pas pour les lettres, parce qu'au final, ce que cela dit est quelque chose de très simple. L'eau voyage toujours là où il y a plus de monde ou plus de particules, si on l'appelle vraiment par son nom. C'est le fameux enlèvement dont je te parlais il y a un moment. Et maintenant, relie les points avec le sergent insuline. Si le sergent a bloqué les reins et que ton sang s'est rempli de sodium et de glucose, qu'est-il arrivé à la molarité de ton sang? Très simple, elle a explosé. Tu as transformé ton flux sanguin en une éponge géante avec une pression osmotique tout simplement destructrice. Et d'où crois-tu que cette éponge tire son eau? De l'intérieur de tes cellules. Le sucre et le sel dans ton sang commencent à aspirer l'eau de tes aquariums. C'est un peu comme commencer à créer un effet de vide. Tes cellules commencent à se rider, elles se dessèchent, perdent leur volume critique et finissent comme ces raisins secs oubliés sur une table au soleil. Une sécheresse interne brutale se produit et pendant ce temps, tu as l'impression qu'à l'extérieur, tu as de l'eau en trop partout. Tu te rends compte du problème? Le sergent insuline ne fait pas que stocker le sucre, en réalité, il manipule la molarité de ton sang pour en faire un aimant qui va te voler la vie de ton cristal liquide. As-tu déjà ressenti que tu bois et bois de l'eau, mais que malgré tout ta bouche reste sèche et tes yeux sont fatigués? Eh bien maintenant tu sais qui est en train de te voler ton eau. Et toi-même relis les points. Mais pour t'aider, on va récapituler un instant. Quand ton insuline est élevée de façon chronique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne à tes reins l'ordre de ne pas relâcher le sodium. Et le sodium, ayant reçu cet ordre, reste dans votre sang et dans le liquide qui entoure vos cellules. Soudainement,
L'extérieur de vos cellules présente alors une pression osmotique beaucoup plus élevée que l'intérieur. Et votre sang est devenu en quelque sorte un aimant à eau. En suivant la loi de la physique, l'eau structurée, le H3O2, qui devrait se trouver à l'intérieur de ta cellule en train de travailler, est tout simplement aspirée. Elle est violemment séquestrée vers l'extérieur pour tenter de diluer l'excès de sel et de sucre que tu as dans ton sang. Et quel est le résultat technique de tout cela? Que tes cellules perdent tout simplement leur volume critique. Les raisins secs dont je te parlais se ratatinent. C'est ce que j'appelle la sécheresse interne au milieu d'une grande inondation. Tu peux avoir des litres d'eau qui circulent dans tes veines, tu peux être gonflé et lourd. Pourtant, tes cellules meurent de soif parce que la physique des pressions a transformé ton flux sanguin en une véritable éponge qui leur vole la vie. Le fameux sergent insuline. C'est ça, l'insuline a transformé ton sang en une éponge qui est en train de leur voler la vie. Et maintenant, je vais te le présenter sous un autre angle que tu as probablement aussi déjà expérimenté. Imagine ou souviens-toi d'un moment où tu as mangé quelque chose de très sucré ou de transformé et que quelques heures plus tard, tu te sens gonflé. Les bagues à tes doigts te serrent soudainement ou ne te vont plus et tu sens tes yeux lourds comme s'ils pesaient. Je vais te donner un autre exemple et peut-être que cela t'aidera à visualiser cette situation. Tu vas devant un miroir, tu te regardes et tu te vois gonflé et tu te dis à toi-même « je suis gros » ou « je suis grosse », mais non, tu n'es pas gros ou grosse. Ce que tu es, c'est complètement inondé. Ton système de plomberie interne est en train de s'effondrer. Tu vois, comme le sang a volé l'eau aux cellules, cette eau ne peut tout simplement pas bien retourner dans les canalisations. Et que fait-elle? Elle reste là, stagnante au milieu, dans ce que nous appelons l'espace interstitiel. C'est de l'eau de mauvaise qualité, de l'H2O liquide, qui se trouve à l'intérieur de ta cathédrale et ce n'est pas de la graisse. C'est simplement de l'eau désorganisée et chaotique qui ne sert à rien pour transporter l'énergie. Tes cellules sont là, mortes de soif, criant pour un peu d'hydratation, alors qu'à quelques millimètres, elles ne trouvent qu'un marécage d'eau sale qui les étouffe. C'est comme l'humiliation ultime. Ta cathédrale a des fuites, il se trouve que le sous-sol est inondé jusqu'au plafond et pourtant les plantes des balcons sont en train de mourir parce qu'elles ne reçoivent pas une seule goutte d'eau. Ce que je te raconte, comme tu dois déjà t'en douter, c'est une véritable folie logistique. Mais ce n'est pas tout. En plus, et pour moi c'est le plus grave, c'est l'humiliation ultime de l'ingénierie. Tu es desséché à l'intérieur et détrempé à l'extérieur. Comme tes cellules ont perdu leur voltage et n'ont plus de H3O2 pour pousser, cette eau reste là, lourde, et elle se met à enflammer tes tissus. Soudain, ta cathédrale a les canalisations cassées et tout le sous-sol est inondé. Mais en même temps, les piliers, les murs, se fissurent par manque d'humidité. Si tu penses que cela est mauvais pour ton hydratation, attends de voir ce que ce désastre fait à tes antennes, car il les rend sourdes. Pour t'aider à comprendre, imagine que tu es chez toi et quelqu'un juste à côté de ton voisin, le voisin ou n'importe qui dans la rue, se met à crier avec un mégaphone 24 heures sur 24 sans s'arrêter. Et il n'est pas ici. Au début, évidemment, c'est quelque chose qui t'agace. Ensuite, tu te mets en colère. Et à la fin, quand tu vois que tu ne peux rien faire, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu mets un casque, tu fermes les volets et tu te caches dans la cave. Et ce n'est pas que tu sois un ermite ou que ce que tu fais, c'est protéger ta propre santé mentale.
Eh bien, je vais te dire la même chose maintenant avec des mots plus techniques pour que tu puisses comprendre la biophysique de ce désastre dont je te parle. Pour que l'insuline fonctionne, elle doit s'emboîter dans un récepteur qui se trouve sur la membrane de la cellule. Mais que se passe-t-il lorsque cette membrane est fondue? À cause du sucre et qu'elle n'a pas la bonne protection de graisse. Eh bien, c'est très simple. Le récepteur devient sourd. Le signal électrique ne peut tout simplement pas être transmis. Et c'est exactement ce que fait ta cellule lorsque l'insuline est élevée tout le temps. Tu vois, le sergent n'arrête pas de crier et alors la cellule décide de cacher ses récepteurs, ses antennes, à l'intérieur du cytoplasme. C'est un peu comme si elle devenait sourde, mais elle le fait par pur instinct de survie. Et maintenant, tu vas voir ce qui se passe. Que fait le corps lorsqu'il voit que la cellule ne répond pas? Eh bien, il commet une erreur de calcul logistique. Il envoie 10 sergents de plus pour crier encore plus fort. Et en voyant que le sucre ne baisse pas, le pancréas réagit et produit encore plus d'insuline. Mais plus d'insuline signifie plus de rétention de sodium, et plus de sodium, comme tu le sais déjà grâce à la règle de Van Gogh, signifie plus de vol d'eau cellulaire. Dans le domaine de l'ingénierie, ce processus spécifique s'appelle couramment une boucle de rétroaction positive. Positive, destructrice. Le système essaie de résoudre un problème causé par le sucre, et ce faisant, il parvient en réalité à créer un problème bien plus grave, l'effondrement cosmétique et la perte d'hydratation profonde. Comprends-le bien car il y a beaucoup de confusion et de fausses idées à ce sujet. La résistance, merci. Ah, l'insuline n'est pas une maladie métabolique que l'on attrape par malchance. Si on te l'a dit et que c'est ce que tu crois, c'est une grosse erreur. Ce que c'est simplement une grève des oreilles que fait ta cellule pour ne pas devenir folle avec autant de bruit électrique. C'est une défaillance de la conductivité de la membrane. Tu cries dans le vide parce que le matériel de communication est tout simplement endommagé. Mais tu vois, il y a encore un autre problème à prendre en compte. Parce que le sucre ne fait pas seulement rendre tes cellules sourdes et te voler ton eau, il est aussi littéralement en train de brûler les cordes qui te maintiennent debout. Et là, prépare-toi, parce que maintenant je vais te parler du fascia. Et oui, ça semble être un désastre vraiment, mais ne t'inquiète pas car nous trouverons des solutions. Cela dit, en attendant, et pour finir de comprendre ce désastre potentiel, je dois t'expliquer comment tu tiens debout. Vous voyez, la médecine ancienne vous disait que vous étiez comme une sorte de tas de briques, des os empilés les uns sur les autres. Mais en réalité, c'est faux, c'est un gros mensonge. Ce n'est pas votre réalité, conception. En biophysique, nous ne sommes pas des murs, nous sommes plutôt comme la roue d'une bicyclette, dont les os sont le moyeu et la jante, mais ce qui te maintient stable et te permet de rouler, ce sont en réalité les rayons de la roue, qui sont toujours sous une tension constante. C'est cette structure qui distribue l'énergie, et ces rayons dans ton corps. Ils sont faits de collagène. Le collagène, d'ailleurs, on pourrait presque dire que c'est magique, car c'est une fibre optique biologique qui transporte l'électricité et l'eau structurée dans tout ton organisme. Eh bien, tout ce réseau tridimensionnel constitue ce que l'on appelle le fascia. Imagine que tes muscles, mes muscles, les organes et les nerfs ne flottent pas librement à l'intérieur de toi. Ils sont enveloppés par cette maille ininterrompue qui va du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Et en biophysique, nous considérons le fascia comme un système de biotenségrité, pas comme un simple emballage. Et maintenant, ce que je fais, c'est vous parler, comme vous le comprenez sans doute, d'une infrastructure physique pure et simple. Et bien sûr, vous allez me demander, qu'est-ce que la biotenségrité ou le génie structurel flottant?
Ce terme est en fait l'union de deux concepts, la tension et l'intégrité. La biotenségrité brise l'idée obsolète selon laquelle nous serions simplement des tas d'os. En ingénierie des matériaux, cela s'explique mieux si tu compares une structure en compression à une structure à tension répartie. Tu vois, réfléchis. À un mur de briques. La stabilité de ce mur dépend de chaque brique, du fait que chaque brique repose sur celle du dessous. Si tu retires une brique de la base, la charge se déplace et le mur finit par se fissurer ou simplement s'effondrer. C'est ce qu'on appelle un système de compression continue. Et l'ancienne médecine croyait, merci, comme je te le disais tout à l'heure, que le corps fonctionnait ainsi, que le crâne repose sur les vertèbres sur le bassin et le bassin sur les jambes. Mais ce n'était tout simplement qu'une erreur de conception. Pense encore une fois à la roue de vélo, celle dont je te parlais il y a un instant. L'axe central, le moyeu, n'est pas posé sur le sol ni même soutenu par les rayons du bas. L'axe est suspendu au centre grâce au fait que tous les rayons sont en tension et c'est une tension constante. Dans une roue, lorsque tu es sur le vélo et que tu passes sur un nid de poule, la force n'est pas absorbée. Seul le rayon qui touche le sol la reçoit, mais elle est instantanément répartie dans toute la roue. Eh bien, c'est ça la biotenségrité. C'est en gros une intégrité structurelle qui dépend de la tension du réseau et non de la quantité de matériaux. La fascia ne fait pas que soutenir le poids, c'est en réalité une matrice extracellulaire collagénique qui agit comme un échafaudage piézoélectrique. Lorsqu'elle est étirée ou comprimée, la fascia génère des signaux électriques et remplit essentiellement trois fonctions critiques pour l'eau structurée. La première, c'est qu'elle est le contenant de ta zone d'exclusion, c'est-à-dire que la fascia est principalement composée de collagène, comme je te le disais, et c'est une protéine hautement hydrophile, c'est-à-dire qu'elle adore l'eau. Les surfaces des fibres de collagène sont en réalité celles qui permettent à l'eau de s'organiser en couches de H3O2. Autrement dit, sans la fascia, l'eau structurée n'aurait aucun support et ce serait comme essayer de construire un gratte-ciel sans poutre. Deuxièmement, c'est aussi ta fibre optique biologique. En raison de sa nature cristalline, la fascia est un semi-conducteur. L'eau structurée qui adhère à la fascia forme un véritable canal à faible résistance et cela permet que l'information voyage dans ton corps à une vitesse qui ridiculise même les impulsions nerveuses chimiques. C'est comme ta connexion Internet haut débit interne. Et troisièmement, c'est aussi ton réservoir de charge. Tu vois, étant un réseau continu, la fascia agit comme un système de distribution de la capacité. Elle la maintient, merci. La charge électrique est distribuée dans tout l'organisme et garantit que la tension ne chute pas dans des zones isolées. Eh bien, c'est précisément à ce moment-là que ce redoutable tueur silencieux entre en jeu et commence à accomplir son véritable travail le plus sale. Au moment où l'on observe un excès de glucose, ce qui finit inévitablement par se produire, c'est le processus de glycation au niveau des tissus du fascia. Revenons aux rayons élastiques de ta roue. C'est comme s'ils étaient baignés dans un caramel brûlant qui refroidit ensuite. Le sucre se lie aux fibres de collagène et crée des liaisons croisées. Et quelle est la conséquence technique de tout cela? Les rayons perdent leur capacité à vibrer. La fascia perd sa propriété piézoélectrique. Elle devient tout simplement opaque à l'électricité et se transforme en un simple câble à fibre optique devenu cassant. Et en plus, il s'est rempli de boue. Mais ce n'est pas tout. De plus, ta structure devient rigide et, au lieu de s'étirer et d'absorber l'impact, ce rayon de la roue dont je te parlais comme exemple, caramélisé, devient cassant et, au premier choc, à un mouvement brusque ou au stress, le rayon ne cède pas et se casse. La tension de toute la roue se déséquilibre
et ta cathédrale commence à boiter, mais il y a encore plus. La conséquence de tout cela, c'est que ton eau se retrouve sans ancrage. L'eau structurée, le H3O2, ne peut plus adhérer à ce qui est devenu une surface caramélisée. En mangeant du sucre directement et sans protection préalable, ce que tu fais, c'est brûler les plans et les poutres de ta propre cathédrale. Tu as transformé une structure élastique de haute ingénierie en une armure rigide de verre bon marché, qui va se briser au premier choc de pression. Le sucre a dissous la colle qui maintenait ton eau et ta structure. Ensemble. Mais attention, écoute-moi bien, car je ne suis pas là pour certifier l'effondrement, cela ne m'intéresse pas. Je suis ici pour renforcer la protection. Si on ne s'attarde que sur les dégâts, tout cela ne deviendrait qu'une autopsie de ta vitalité mourante. Mais en ingénierie, lorsqu'un matériau échoue, nous ne nous lamentons pas. Ce que nous faisons, c'est que nous cherchons un matériau supérieur. Et face à tout ce désastre apocalyptique que je viens de te présenter, j'imagine que la question que tu dois te poser est: mais voyons, est-il vraiment possible de reconstruire un réseau électrique qui a été caramélisé? Pouvons-nous rendre sa souveraineté à une cellule qui s'est ratatinée comme un raisin sec? Eh bien, la réponse est un catégorique. Oui, mais nous n'allons pas le faire. Par la force de la volonté, non, nous allons le faire avec la physique des matériaux. Ce que nous allons faire, c'est installer un bouclier que le sucre, aussi fort qu'il essaie physiquement, ne pourra pas dissoudre. Et avec cela, je te souhaite la bienvenue dans l'ingénierie du blindage diélectrique. Et c'est ici que nous cessons d'être victimes de la chimie. Et enfin, nous devenons maîtres de la capacitance. Tu vois, nous avons déjà vu que chacune de tes cellules est une batterie. Mais en ingénierie électrique, pour qu'une batterie conserve sa charge et ne se décharge pas à la première occasion, elle a besoin, et nous en avons déjà parlé à d'autres moments, d'un diélectrique. Et, même si nous en avons parlé, je te le rappelle, diélectrique, c'est un matériau qui ne conduit pas l'électricité, mais qui permet qu'un champ électrique s'établisse à travers lui. C'est l'isolant qui sépare le succès de l'échec. Si l'isolant est mauvais, la charge s'échappe. Mais si l'isolant est de haute fidélité, la cellule peut maintenir les moins 70 millivolts, moins 90 millivolts sans aucun effort. Tu vois, ta membrane cellulaire est en réalité un condensateur biologique et elle est composée d'une bicouche de liquide, c'est-à-dire de graisse. Eh bien, maintenant fais attention, car voici la clé de tout. La qualité de cette graisse déterminera la capacité de votre système. En d'autres termes, votre capacité à conserver votre énergie et à ne pas vivre dans un état de décharge permanente. Mais attention, car ce condensateur, c'est-à-dire votre membrane, a un gardien ou un portier qui surveille et décide si l'énergie entre pour être stockée ou si elle reste à l'extérieur pour être utilisée. Et nous y revoilà, à l'insuline. Ce garde, c'est le sergent insuline. Si la couche de graisse représente le mur, l'insuline est ce qui décide si la porte est ouverte, fermée ou complètement soudée. Et c'est là, à ce stade précis, que la nutrition conventionnelle, celle dont on parle dans les magazines de salle d'attente, commet sa plus grande erreur de conception. Parce qu'on vous a dit que la graisse, c'est de la graisse, mais ce n'est pas vrai. Toutes les graisses n'ont pas le même impact sur l'ingénierie électrique de votre cellule. Et pour te le prouver, pour t'expliquer, je vais te présenter les 3 principaux groupes de matériaux que tu pourras utiliser pour construire tes murs. D'abord, les graisses oméga 3 DHA et EPA. Ce sont les semi-conducteurs du cristal. Ces graisses sont longues et possèdent de multiples doubles liaisons. Elles ne sont pas là pour la décoration.
En biophysique, ces doubles liaisons agissent comme de véritables nuages d'électrons qui facilitent le transfert de signaux ultra rapides. L'oméga 3, c'est merci. Le vernis de haute technologie qui scelle la membrane et permet à l'eau structurée H3O2 de s'ancrer à ta cellule. Tu vois, c'est simple à comprendre. Sans oméga 3, l'eau n'a nulle part où s'accrocher et ton cristal liquide s'effondre tout simplement. Des graisses comme l'acide stéarique, que l'on trouve par exemple dans le cacao pur ou dans la viande issue de pâturage. Elles sont comme le béton de la membrane. Elles apportent de la rigidité, de l'épaisseur et garantissent que l'isolant reste étanche. Si ta membrane est trop fluide parce que tu ne consommes que des huiles végétales, la charge s'échappe à travers les parois. Donc garde cela à l'esprit. Tu en as besoin. La solidité des graisses saturées pour maintenir les charges positives et négatives parfaitement séparées. Et ici, maintenant, je dois te parler du danger des graisses trans et des huiles de graines. Elles sont comme du plastique brûlé. Elles sont l'ennemi. Regarde celle-ci. Les graisses transformées ont une géométrie moléculaire tordue. Quand ta cellule, désespérée de réparer la membrane, essaie de les utiliser, en réalité, c'est comme si tu essayais de réparer un câble à haute tension avec du ruban isolant vieux et brûlé. La permittivité change, la résistance augmente. Et la cellule devient tout simplement sourde électriquement. Et maintenant, sûrement, tu dois aussi te demander pourquoi. Les bonnes graisses me protègent-elles du sucre? Et ça, c'est la clé maîtresse de la protection, et j'aimerais que tu la comprennes avec moi. Parce que tu vois, en plus, c'est très simple. Tu vas même être surpris de voir à quel point c'est simple, parce que tout cela découle d'une loi fondamentale de la chimie, que je suis absolument convaincu que oui, tu as apprise à l'école, mais que personne ne t'a expliqué qu'elle est tout aussi valable et applicable à ta santé. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Lorsque ta membrane est saturée de phospholipides de haute qualité et que tu as une couche de graisse protectrice entourant la cellule, ce que tu as fait, c'est simplement créer une barrière hydrophobe parfaite. Le sucre, comme tu le sais et comme je te l'ai déjà expliqué, est un chaotrope. Il est hydrophile. Il aime l'eau et la recherche désespérément pour lui voler l'hydrogène. Et toi, ce que tu as fait, c'est lui mettre une porte qu'il n'est pas capable de franchir. Mais, cependant, s'il n'y a pas de blindage, le sucre arrive directement, le cristal liquide H3O2 de ta zone d'exclusion, et il le fait fondre comme s'il s'agissait d'un acide. Et encore une fois, bien sûr, tu dois te demander si le mur d'huile est si puissant, comment alors le sucre entre-t-il? Pour nous donner de l'énergie, car nous avons aussi besoin de cette énergie. Et c'est ici que l'ingénierie des accès entre en jeu, les transporteurs GLUT. Pense à eux comme à des douanes intelligentes. Ce sont des protéines qui agissent comme des quais de chargement exclusifs. Et le sucre, que nous savons déjà être un élément profondément corrosif, n'a pas la permission de toucher ta membrane protégée et il doit attendre à la porte, jusqu'à ce que ces transporteurs l'escortent par un tunnel sécurisé directement à l'intérieur. C'est la véritable différence entre un incendie totalement incontrôlé et ce qui n'est qu'une simple livraison de fournitures, effectuée sous une surveillance très étroite. En d'autres termes plus explicites, la graisse devient essentiellement le véritable bouclier protecteur de l'hydrogène et parvient à tenir le saboteur à bonne distance, tandis que tes moteurs internes, à savoir les pompes à sodium et à potassium, assurent le traitement métabolique de l'énergie de façon parfaitement fluide et ordonnée. Et tu vois, il est important de te dire ici que les études en biophysique ont démontré quelque chose de fascinant, et en plus j'en suis sûr, que cela va t'intéresser.
Les cellules ayant une plus grande capacitance, c'est-à-dire celles qui sont mieux isolées, vivent plus longtemps. Et ce n'est vraiment pas simplement mon opinion, non, c'est bien la physique des matériaux appliquée concrètement à la vie. Des chercheurs comme le docteur Tony Harvard ou Reynaldo Pamplona ont consacré des décennies de leur vie à étudier cela. Albert, avec sa célèbre théorie du pacemaker membranaire, a démontré que le secret de la longévité ne réside pas dans le taux métabolique, mais dans la qualité diélectrique de tes membranes. Si les membranes ont une isolation élevée, la capacitance est stable et la cellule ne dépense pas d'énergie à boucher des trous électriques. Regarde comme c'est simple. C'est-à-dire qu'elles subissent moins de stress oxydatif, elles sont plus longues à vivre. Et de son côté, Pamplona a également précisé que la longévité est inversement proportionnelle au degré d'insaturation des membranes. C'est-à-dire, si tu introduis des conducteurs défectueux, des graisses transformées, la charge, elle va s'échapper. Et ici, je vais faire une petite remarque. Quand je te dis qu'une plus grande capacitance équivaut à moins de stress oxydatif, c'est de cela dont je te parle. Il s'agit essentiellement de stabilité dans le champ électrique. Et maintenant, tu vas voir pourquoi je t'ai fait cette petite remarque. Parce que l'avoir faite me permet d'élargir un peu plus le champ du contenu et de faire une brève digression. Je pense que les personnes les plus âgées apprécieront certainement que je le fasse. Oublions l'insuline pendant un court instant et je vais t'expliquer pourquoi un bon isolant efficace est ta meilleure police d'assurance contre le vieillissement. Et cela pour 3 raisons techniques. La première, c'est que tu évites la fuite des électrons. Dans une cellule à faible capacité, c'est-à-dire avec une membrane fine ou composée de mauvaise graisse, le champ électrique est instable, comme nous l'avons déjà vu. Et les électrons qui devraient nous produire de l'énergie s'échappent tout simplement. Et la réaction à tout cela, c'est que un électron qui s'échappe, ce qu'il fait dès qu'il sort, c'est chercher désespérément la stabilité. Et pour atteindre cette stabilité, il s'unit au premier atome d'oxygène qu'il rencontre et ensemble, ils créent le radical superoxyde. Cependant, une haute capacité crée un champ électrique si robuste et stable qu'il agit comme une véritable cage électromagnétique et maintient les électrons sur leur voie métabolique. Et en même temps empêche qu'ils réagissent avec l'oxygène pour créer une fumée oxydative. C'est-à-dire qu'une cellule avec une haute capacité est immunisée contre la tyrannie d'une insuline élevée. Et pourquoi? Tu vas me demander. Eh bien, c'est très simple, parce que lorsque la tension est stable, le récepteur de l'insuline n'a pas besoin de cris ni de niveaux élevés d'hormones. Je disais, il n'a pas besoin de cris pour entendre le signal. La sensibilité à l'insuline est, au fond, simplement une question de clarté du signal. Et maintenant, tu vas voir la deuxième raison, car tu réduis la dépense de maintenance de tes mitochondries. Lorsque tu maintiens ta tension à moins 70 mV ou moins 90 mV dans ces environnements, tout cela nécessite une énergie constante. Et les mitochondries, tu sais déjà que leur travail est de brûler constamment du carburant pour alimenter la pompe sodium-potassium. Eh bien, avec une faible capacité, c'est-à-dire avec une membrane qui fuit, c'est un peu comme essayer de maintenir un pneu gonflé. Plein de trous. Le compresseur, les mitochondries, leur rôle est de fonctionner. Une capacité 3 fois supérieure et un travail mitochondrial accru signifie plus de sous-produits, de toxines et également plus de radicaux libres. Mais cependant, avec une haute capacité et une membrane isolée, la cellule retient la charge avec un effort minimal. Le moteur mitochondrial peut fonctionner à bas régime et en même temps produire une énergie propre et efficace, et il le fait avec un minimum de déchets oxydatifs. Et voici une autre remarque, en plus.
Moins de révolutions mitochondriales équivalent aussi à moins de dommages à l'ADN mitochondrial et, par extension, à une durée de vie cellulaire beaucoup plus longue. Et troisièmement, résilience diélectrique face aux radiations et aux toxines. Et cela est important parce qu'il se trouve que nous vivons dans un environnement rempli de chaotropes externes, et tu le sais, radiations électromagnétiques, métaux lourds et polluants chimiques, toxines, une multitude de différents types d'agressions. Et tout cela cherche à voler. Des électrons de notre système, eh bien, une cellule avec une haute capacitance possède une inertie électrique supérieure. Son champ est si puissant que les interférences extérieures, aussi fortes soient-elles, n'arrivent pas à déstabiliser la structure de ton eau structurée. En protégeant le cristal liquide, la membrane empêche la propagation en chaîne du stress oxydatif. Et si l'isolant est solide, l'incendie oxydatif s'éteint tout simplement avant même de commencer. Mais si l'isolant est faible, une seule étincelle dissout toute ta batterie cellulaire. En résumé, la capacitance est la véritable mesure de ta souveraineté électrique. Une membrane bien isolée ne fait pas que stocker de l'énergie, elle empêche aussi que cette énergie ne se transforme en un oxyde biologique qui finira par te consumer. Autrement dit, tu vis plus longtemps simplement parce que tu t'uses moins au niveau électrique. Et ici, la digression s'achève. Mes salutations aux aînés et tout mon soutien. J'espère que ce commentaire qui approfondit un peu les informations sur la longévité vous a plu. Mais revenons au sujet principal que nous abordions. Lorsque la tension est stable autour de moins 70 mV, les radicaux libres ne peuvent tout simplement pas voler facilement des électrons à la membrane. Le champ électrique qu'elle possède est si puissant qu'il protège l'intégrité de la cellule. En résumé, manger des graisses de qualité, c'est littéralement acheter du temps. Ce que tu fais, c'est renforcer le blindage de ta cathédrale pour que cette guerre moléculaire du sucre ne puisse pas abattre tes murs. Regarde à quel point c'est important, mais écoute-moi bien, parce que cela aussi est vital. En ingénierie, un matériau de haute fidélité est inutile s'il est appliqué au mauvais moment. Ça ne sert à rien de vernir une pièce si l'acide a déjà commencé à la corroder. C'est-à-dire, pour gagner cette guerre contre le tueur silencieux, nous avons besoin de prendre de l'avance sur le sabotage. Nous n'allons pas attendre que le sucre entre dans ton système pour voir comment nous allons gérer le problème. Ce que nous allons faire, c'est préparer le terrain pour que, lorsque ce tueur arrivera et essaiera d'entrer, il ne trouve aucune fissure par laquelle s'infiltrer. À partir de maintenant, il est temps d'arrêter de regarder comment il nous attaque et de passer de la physique de la tension à la logistique du combat. Et ici, je te souhaite la bienvenue dans le manuel d'opération de ta propre souveraineté biologique. En ingénierie, lorsque nous savons qu'un fluide corrosif comme l'acide d'une batterie ou le sucre d'un fruit va passer par une canalisation de précision, nous ne restons pas les bras croisés. Avant que cela ne se produise, nous appliquons un revêtement époxy et ainsi nous protégeons le métal. Eh bien, dans ton corps, le fruit ou n'importe quel glucide est exactement ce fluide potentiellement corrosif à cause de son effet chaotrope. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Cela signifie en réalité que tu dois impérativement te préparer bien à l'avance avec ce revêtement spécifique, que dans notre cas particulier, je préfère appeler un tapis de graisse, car ce sera très précisément ton revêtement biologique personnel. Et ici, tu as 3 phases distinctes. Nous allons maintenant les analyser ensemble une par une. La toute première phase est celle du signal chimique, ou ce que l'on nomme le frein hydraulique. Vous allez voir tout cela en détail, et je vous remercie de votre attention. Ici, il ne s'agit pas simplement de mélanger des aliments n'importe comment sans réfléchir.
Il s'agit plutôt de travailler avec soin un petit peu, juste un tout petit peu. Votre sens de la synchronisation et du rythme. Si tu consommes des graisses de haute qualité 15 minutes avant le glucide, ce que tu auras fait, c'est activer deux hormones critiques, la cholécystokinine et le peptide, un de type glucagon. GLP-1. Ces hormones agissent comme un véritable frein hydraulique au niveau du pylore, qui est, je te le rappelle, la valve de sortie de ton estomac. Et le résultat, c'est que tu ralentis la vidange gastrique. Cela, probablement, on ne te l'avait jamais expliqué auparavant. Mais en plus, les nouveautés dans cette phase de signalisation ne s'arrêtent pas là. Je vais t'ajouter une astuce d'ingénierie supplémentaire que j'espère que tu vas aimer. Je vais te parler d'un accélérateur de particules pour tes récepteurs. Tu vois, l'acide acétique du vinaigre de cidre de pomme biologique. Et tu vas me demander pourquoi un ingénieur utiliserait-il du vinaigre avant ce qui est en réalité une bataille glycémique. Et tu vois, ce n'est pas pour le goût, c'est simplement pour la gestion de l'impédance musculaire. L'acide acétique agit comme un véritable nettoyant de contact ultime pour vos récepteurs GLUT4 dans vos muscles. Et en ingérant une cuillère à soupe de vinaigre dilué dans de l'eau juste avant de manger des matières grasses, vous activez en fait vos muscles électriquement. Affamé? On s'adresse alors calmement au sergent insuline en lui disant « S'il te plaît, garde ton calme, ne commence pas à crier inutilement et ne détourne surtout pas le sodium, car j'ai déjà pris soin d'ouvrir toutes les vannes du muscle par derrière. » Autrement dit, tu as réussi à créer le complément absolument parfait au tapis, ce fameux tapis de graisse protecteur, tandis que cette même graisse protège efficacement le verre fragile contre l'assaut du sucre. Le vinaigre s'assure que le flux de glucose soit détourné vers les chaudières musculaires et ne reste pas à circuler dans le sang, provoquant des courts-circuits. Autrement dit, pour que tu comprennes, tu es en train de te fabriquer tout seul un pontage biologique, en bonne et due forme. Ainsi, le sucre ne pénétrera absolument pas dans ton sang de la même manière qu'une vague déferlante et brutale qui brise la surface de l'eau, mais plutôt comme un flux très lent et un goutte-à-goutte parfaitement régulé. Que tes moteurs biologiques, à savoir l'insuline et les pompes ioniques, pourront gérer sereinement sans jamais risquer de provoquer la moindre panique interne. Ensuite vient la phase 2, le vernis diélectrique ou le scellement des membranes. Pendant que ce vinaigre nettoie les bornes, les graisses haute fidélité que tu as consommées commencent à être absorbées, voyagent dans ton sang et commencent à vernir tes membranes. Et ici, souviens-toi de ce que nous avons dit à propos du cristal liquide H3O2. Pour que cette eau reste collée à la cellule et forme, ta batterie a besoin d'une surface avec une tension spécifique et ici, attention, les bonnes graisses augmentent l'hydrophobicité externe de la cellule. C'est-à-dire que le vernis des graisses empêche le glucose, dans sa recherche désespérée d'hydrogène, de pouvoir même toucher l'eau qui est déjà structurée à la surface de tes cellules. En d'autres termes, tu protèges l'angle de contact de ton cristal. Et ce que tu fais, c'est littéralement mettre un imperméable haute technologie à ta cathédrale. Et avec cela, nous arrivons à la phase 3, les matériaux de construction ou la sélection de l'ingénieur. Et ici, il y a une chose de plus qui est aussi importante à comprendre. Non, toutes les graisses ne servent pas à ce blindage de précision. Nous avons besoin de matériaux avec une grande stabilité oxydative et une grande capacité diélectrique. Et je vais te donner quelques-uns des plus pertinents pour que tu puisses établir ton propre plan d'action personnel. La première de toutes, ce sont les graines de chia et de lin qui sont comme le béton de l'oméga 3. Mais il y a une chose importante. Elles doivent être fraîchement moulues car si tu les manges entières, leur couche de cellulose est absolument impénétrable et elles ne libéreront pas leur huile. Cependant, une fois moulues,
elle libère l'acide alpha-linolénique qui répare les pores du réseau membranaire. Deuxièmement, l'acide oléique qui se trouve essentiellement dans l'huile d'olive extra vierge et l'avocat. Ce sont les maîtres lubrifiants car ils facilitent le maintien des aquaporines, c'est-à-dire des tunnels d'eau souples mais étanches. L'huile d'olive extra vierge crue apporte en plus des polyphénols qui agissent comme des antioxydants sacrificiels, protégeant la graisse de la membrane pour qu'elle ne s'oxyde pas pendant le passage du sucre. Et troisièmement, les triglycérides à chaîne moyenne. Ceux-ci sont présents par exemple dans l'huile de coco ou dans le beurre de pâturage et n'ont pas besoin d'une digestion lourde car ils vont directement dans la mitochondrie pour s'assurer que, même si le sucre tente de saboter le système, la centrale électrique dispose d'une source d'énergie de secours pour maintenir la pompe sodium-potassium allumée et en fonctionnement. Eh bien, avec cela, nous arrivons au moment des instructions concrètes, c'est-à-dire le protocole d'exécution étape par étape. Et avant de commencer, une chose de plus. Tu vois, pour que ta cathédrale soit impénétrable, garde bien à l'esprit que l'ordre des facteurs change bel et bien le résultat. Allons-y. D'abord le bouclier. Prends ta dose de blindage, par exemple 2 cuillères à soupe de graines de chia moulues dans un peu d'eau revitalisée, ou un demi-avocat avec du sel celtique, ou une cuillère à soupe d'huile d'olive vierge extra de haute qualité. D'ailleurs, j'en profite pour te dire et te rappeler que c'est de l'or liquide pur. Deuxièmement, tu dois respecter un temps d'attente. Je te l'ai déjà dit, 15 minutes. C'est le temps approximatif qu'il faut au vernis, c'est-à-dire au signal hormonal, pour atteindre le cerveau et l'estomac, et laisser le temps au vernis de commencer à se déployer sur l'épithélium intestinal. Et troisièmement, la prise du glucide. Une fois ce temps écoulé, tu peux manger ton fruit ou ton repas en toute tranquillité et tu constateras toi-même que la satiété est immédiate. Et surtout, c'est le plus important. Tu verras aussi que tu ne vas pas subir de chute de tension au bout de 40 minutes. Tu ne te sentiras pas fatigué. Et tout simplement, ce que tu as fait, c'est maintenir la tension stable même si le glucose est entré dans le système. Tu te rends compte à quel point c'est facile. En revanche, si tu manges le fruit seul, ce que tu fais, c'est jeter une allumette allumée dans une botte de foin. Si tu poses d'abord la couche de graisse, ce que tu fais, c'est mouiller la botte de foin avec une huile protectrice, tu jettes l'allumette, mais elle s'éteint avant de provoquer un incendie moléculaire. Je me suis peut-être un peu étendu, mais nous sommes enfin arrivés à la conclusion finale et à la clôture stratégique de ce bloc de connaissances. Tu as cessé d'être un simple observateur passif du déclin de ta propre énergie et tu possèdes désormais la carte complète. C'est-à-dire que tu comprends que tu ne fais pas que manger des fruits ou boire de l'eau. Ce que tu fais, c'est programmer la permittivité électrique de tes cellules et renforcer la capacitance de tes membranes. Pour que ce savoir précieux ne reste pas simplement théorique et qu'il devienne vraiment une tension concrète qui circule dans tes veines, je vais te résumer de façon claire ton entretien quotidien en 3 grandes phases distinctes que je te propose d'adopter comme une forme de souveraineté biologique. La première étape, c'est le déblayage à effectuer chaque matin dès le réveil. L'idée est de se réveiller avec des aliments hyperhydratants comme le melon, le concombre, le céleri ou l'ananas, associés à un bouclier d'électrons composé de citron et de sel celtique. Votre mission ? Le matin, il s'agit de réduire la résistance électrique de vos tissus et d'élargir les voies de circulation grâce à l'oxyde nitrique afin de nettoyer le marécage biologique. C'est en gros le moment de préparer le terrain. Ensuite vient la phase 2, qui consiste à renforcer et à sceller à effectuer en milieu de journée.
Et c'est ici que tu appliques ce que nous avons appris aujourd'hui avant tout repas. Tu déploies le tapis de graisse, la chia moulue, l'huile d'olive vierge extra ou l'avocat, car c'est le vernis diélectrique qui va sceller tes membranes et s'assurer que le sucre ne fasse pas fondre ton cristal liquide. Ensuite, nous installons les éléments structurels, l'aloe vera ou le nopal, pour nous assurer que la cathédrale soit étanche. La phase 3, l'allumage et la syntonisation à effectuer en fin d'après-midi. Au coucher du soleil, ce que tu peux faire, c'est activer les capteurs métaboliques. Souviens-toi de la poire avec le bord et les noix, par exemple, pour nettoyer l'électricité statique de ton cerveau. C'est le moment des optimiseurs mitochondriaux, la grenade ou les fruits des bois, pour que tes nouvelles chaudières, merci, produisent ce demi-litre d'eau métabolique pure pendant que tu dors, dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. Mais il y a ici quelque chose d'important. Garde à l'esprit quelque chose qu'il est important que je te dise. Ces fruits et légumes dont je te parle ne sont pas les seuls chemins. Ce ne sont que quelques-uns des outils que j'utilise et que je partage avec toi. Mais sens-toi complètement libre de chercher, d'explorer et de modifier ceux qui ne te plaisent pas ou que tu ne trouves pas dans ta région. La nature nous offre de multiples chemins pour renforcer notre cathédrale. Ta souveraineté réside aussi dans ta capacité à adapter ces principes à ta propre réalité, car tu n'es pas obligé de tout faire. Tu dois mesurer, tu dois apprendre à te connaître. Je te donne les bases pour que tu les connaisses. Et lorsque tu suivras ce protocole, tu verras qu'il se passe quelque chose de merveilleux. Le brouillard mental se dissipera, et non pas parce que tu feras plus d'efforts pour penser, mais parce que, physiquement, ce que tu auras fait, c'est réparer le câble de fibre optique de ton système nerveux. Et tu es passé d'une tension de survie de moins 20 mV à la souveraineté d'environ moins 70 ou moins 90 mV. C'est-à-dire, tu as retrouvé la capacité, merci, de soutenir ta propre lumière. Le sucre n'est plus ton maître. Maintenant, ce n'est plus qu'un carburant parmi d'autres qui entre dans un système blindé et sous contrôle. Autrement dit, tu as retrouvé la capacité de soutenir ta propre lumière. Mais écoute bien, parce que c'est ici que la plupart échouent et abandonnent. Ça ne sert à rien d'avoir blindé les murs de ta cathédrale et d'avoir le meilleur vernis du monde si l'interrupteur principal de ton système était resté bloqué en position de charge. Imagine que ton corps est comme un distributeur automatique. Pour que l'économie de ta cathédrale fonctionne, le distributeur doit essentiellement faire deux choses. D'une part, te permettre de déposer de l'argent, mais surtout aussi te permettre d'en retirer quand tu en as besoin. Eh bien, l'insuline est l'interrupteur qui décide de la direction de cet argent. Si l'interrupteur est en mode charge, l'énergie ne fait qu'entrer. Elle est stockée, elle s'accumule dans tes réserves de graisse. Et le problème, c'est que, tant que l'interrupteur reste là, il est physiquement impossible que l'énergie sorte. Et peu importe que tu fasses un régime, peu importe que tu fasses des efforts, le système est tout simplement bloqué, et il l'est par pure physique. Tu ne peux pas retirer de l'argent d'un distributeur qui n'accepte que les dépôts. Eh bien, dans la prochaine vidéo, nous allons entrer dans la salle des machines. Dans un instant, je vais t'expliquer très précisément pourquoi ton insuline est restée ainsi bloquée sur ce fameux mode de stockage et de charge. Et surtout, nous allons voir ensemble comment nous allons lui donner un véritable petit coup de pouce d'ingénierie biologique pour que cet interrupteur repasse enfin en mode de nettoyage profond et de décharge énergétique. Nous allons maintenant découvrir ensemble ce que l'on appelle la fin du stockage. Éternel, et nous allons apprendre à vider le coffre pour que ton énergie recommence à circuler dans tes veines. Si tu as aimé la vidéo et que tu penses qu'elle peut être utile à d'autres, tu me rendrais vraiment un grand service en la partageant, car tu m'aiderais à diffuser ce savoir que je considère important et à réveiller d'autres personnes de la déshydratation chronique qui les maintient souvent endormis. Comme je te le dis toujours, en avant
toujours en avant. Et je te lis dans les commentaires.